Oui, alors bonjour tout le monde, j'espère que vous avez aimé la petite introduction à la Star Wars. Et donc aujourd'hui, on va faire une révision sur les révolutions. Donc la Révolution américaine et la Révolution française. Donc on va les revoir chacune séparément tout le long du vidéo. Et donc ça va grandement vous aider pour faire et réussir l'examen. D'abord, il faut comprendre que les personnes qui font une révolution, c'est parce qu'ils n'ont plus grand-chose à perdre, mais plutôt tout à gagner. Et donc, il faut comprendre que pendant le siècle des Lumières, le 18e siècle, eh bien, les systèmes politiques, c'est des systèmes de monarchie absolue, c'est-à-dire que c'est des rois qui ont tous les pouvoirs et c'est eux qui vont décider à peu près tout dans la société. Et donc, le peuple n'a pas grand-chose à dire en tant que tel, à part de payer les taxes et les impôts. Et donc, tranquillement, c'est qu'il va apparaître dans le fond, des philosophes qui vont émettre des nouvelles idées d'organisation de la société. Alors, des grandes valeurs, des grands principes qui vont vraiment tranquillement s'étendre vers le peuple et qui vont mettre des idées en tête aux personnes qui vont faire en sorte que tranquillement, ils vont penser à ça et on va aller vers une évolution. Voyons maintenant les grandes idées des Lumières. Alors, on peut commencer par parler de la liberté. Donc, c'est-à-dire que le peuple obtiendrait une liberté beaucoup plus facile qu'avant, en moins d'impositions, en moins de règles sévères qui viennent du roi. On peut parler également d'égalité pour tous. Donc, au lieu que ce soit les riches qui aient beaucoup d'argent et les pauvres aient rien, est-ce qu'on peut avoir plutôt une classe moyenne, que ça soit plus égal entre les différentes classes de la société? Ensuite, on va parler de la liberté d'expression, c'est-à-dire que le peuple peut, dans le fond, a le droit à ses idées, même si ces idées sont contre les principes du roi ou sont contre le système du roi. Donc, parce qu'à l'époque, parler contre le roi égalait tomber dans une prison ou même la mort. Ensuite, on parle aussi de la séparation des pouvoirs. Au lieu que ce soit le roi qui ait tous les pouvoirs, eh bien, les pouvoirs sont divisés en trois. Donc, on a le pouvoir législatif, c'est-à-dire un groupe de personnes qui s'occuperaient de faire les lois. Ensuite, on a un pouvoir exécutif. Celui-là, dans le fond, ce groupe-là s'assure que les lois sont bien exécutées ou sont bien appliquées. Et finalement, on a le pouvoir judiciaire qui, lui, dans le fond, c'est des juges qui vont se pencher à faire, dans le fond, appliquer et juger les lois. On peut également ajouter dans les grandes idées des Lumières le principe de l'obéissance et le principe du droit de révolte. Donc, car on devait obéir aux dirigeants. Par contre, les dirigeants qu'on se voulait, dans le fond, qu'on allait élire, si on était insatisfait, eh bien, on pouvait les chasser du pouvoir par le droit de révolte. Donc, pour ce qui est de la Révolution américaine, eh bien, c'est simple, ça se passe dans l'Amérique du Nord, et donc les colons américains, dans le fond, veulent se révolter contre le Parlement et le roi britannique, qui se trouve à être en Angleterre. Donc, je vous mets une carte pour vraiment bien voir là, les deux parties. Donc, la partie rouge, c'est les 13 colonies, et la partie en vert, c'est l'Angleterre. Alors, l'action va se passer entre ces deux-là, la métropole et la colonie. Donc, avant d'expliquer les grandes révolutions, il faut savoir un petit peu l'histoire de l'Amérique du Nord. Donc, il faut savoir que l'Angleterre possède une 13 colonies qui se nomme les 13 colonies et que la France possède une colonie qui se nomme la Nouvelle-France. Alors, la Nouvelle-France, c'est un très grand territoire qui part du Québec et qui s'en va jusqu'en Louisiane, qui est près de la Floride, et que les 13 colonies longent l'océan Atlantique. Donc, la Nouvelle-France est très peu habitée. Donc, c'est surtout, dans le fond, les colons qui habitent là font du commerce beaucoup. Donc, tandis que les 13 colonies sont beaucoup plus habitées. Donc, on fait de l'agriculture. On a vraiment une colonie qui est très bien installée. Et donc, on commence à manquer de place et on veut agrandir le territoire. Qu'est-ce qui va arriver en même temps, dans le fond, en Europe? Il y a la guerre de 7 ans.
Donc, une guerre qui se déroule entre la France et l'Angleterre. Et donc, quand, dans le fond, les métropoles tombent en guerre, leurs colonies sont également en guerre. Et donc, à ce moment-là, ça veut dire que les 13 colonies vont se battre contre la Nouvelle-France. Et en Europe, l'Angleterre va se battre contre la France. Et donc, là, pour faire une histoire courte, parce que ça peut être assez long, les 13 colonies vont remporter contre la Nouvelle-France. Et par la suite, en Europe, la guerre de 7 ans va être gagnée par les Anglais. Et donc, euh, la France va devoir céder sa Nouvelle-France aux Anglais, dans le fond, en Angleterre. Donc, une fois que l'Angleterre possède la Nouvelle-France en tant que colonie, qui va devenir Province of Quebec, eh bien, les 13 colonies, elles autres, vont demander certaines choses à l'Angleterre, donc, entre autres, le territoire. Ils veulent avoir beaucoup plus de territoire pour être, dans le fond, s'épanouir beaucoup plus que qu'est-ce qu'ils sont là, parce qu'ils commencent à être coincés. Et donc, à leur grande surprise, le roi d'Angleterre va refuser. Donc, dans le fond, l'ancien territoire de Nouvelle-France va être en grande partie donné aux Autochtones qui habitaient en Amérique. Et les 13 colonies n'auront pas plus de territoire. Donc, ça va les choquer, inévitablement. Et en plus, le roi et son parlement vont avoir le culot de demander plus de taxes aux 13 colonies pour payer, dans le fond, la guerre de 7 ans qui a coûté très cher. Et au niveau des taxes qui étaient imposées, on avait une taxe sur le thé, on avait une taxe sur le sucre, on avait une taxe sur les timbres. Et donc, les 13 colonies, dans le fond, étaient beaucoup imposées, ce qui faisait pas tellement leur affaire. Et donc, à un moment donné, de- ils sont imposés beaucoup, mais autre chose qui accroche, c'est qu'ils ne sont pas représentés au Parlement. Ils n'ont pas le droit d'avoir des représentants au Parlement de Londres. Et donc, ça ne fait pas leur affaire du tout non plus. Donc, ils vont commencer à justement passer à une révolte pour faire changer les choses. On va donc écrire au Parlement britannique pour essayer de faire changer les choses. Bien sûr, le Parlement britannique et le roi ne sont vraiment pas ouverts à des changements. Alors, on va commencer à s'organiser pour monter une rébellion contre les Anglais, contre les tuniques rouges. Les tuniques rouges, je rappelle que c'est les soldats anglais envoyés par le roi vers les 13 colonies pour casser la rébellion. Et on va envoyer des messages très clairs, dans le fond, au roi et au Parlement. Un des messages, eh bien, c'est un groupe, le Boston Tea Party, qui, lui, dans le fond, le roi vendait du thé à ses 13 colonies. Eux vont embarquer sur un bateau, ils vont tous jeter les ballots de thé par-dessus bord à l'eau. Et donc, ça faisait en sorte que le roi perdait beaucoup d'argent. Et ça envoyait un message clair comme quoi qu'il n'était pas question de payer des taxes supplémentaires sans avoir le droit d'être représenté dans le Parlement de Londres. Et donc, on a fait plusieurs mouvements comme ça de rébellion. Et le roi, pour casser cette rébellion, va envoyer beaucoup de tuniques rouges afin d'arrêter cette rébellion. Parce que pour le roi, c'était pas payant du tout, là, perdre ses 13 colonies. C'était une vache à lait, là. Ça produisait beaucoup, beaucoup d'argent qui servait, dans le fond, à remplir les coffres du roi. Donc, à ce moment-là, ben, ça va amener, dans le fond, comme une guerre entre les 13 colonies et l'Angleterre. Et donc, c'est une guerre qui va quand même s'étirer un certain nombre d'années, puisque la Révolution, je rappelle, elle commence en 1775 et finit en 1789. Donc, ça va être une multitude de combats. Et même à un moment donné, les 13 colonies vont demander l'appui de la France, parce que bien sûr, la France étant ennemie de l'Angleterre. Donc, la France va appuyer son ancien ennemi qui était les 13 colonies. Et à la toute fin, on va remporter la victoire contre l'Angleterre. Donc, à ce moment-là, on va s'en aller vers vraiment l'indépendance des 13 colonies et on va vouloir former un pays qui, dans le fond, va s'appeler les États-Unis d'Amérique. Donc, si je fais un court résumé, eh bien, dans le fond, l'Angleterre gagne
la guerre contre la France. La France donne la Nouvelle-France à l'Angleterre. Les 13 colonies veulent avoir plus grand terrain, ça leur est refusé. Donc, on va commencer à préparer une révolte. Par la suite, on va établir des nouveaux règlements de colonies, donc une nouvelle constitution qui, dans le fond, va amener vers l'indépendance. Et finalement, on obtiendra, après, dans le fond, la guerre avec l'Angleterre, on obtiendra l'indépendance officielle en 1789 euh, pour, dans le fond, le pays qui deviendra les États-Unis d'Amérique. Maintenant, parlons un petit peu de la Révolution française. Alors, il faut savoir qu'au niveau de la pyramide hiérarchique, on a le roi qui est à la tête, donc c'est une monarchie absolue, donc le roi a tous les pouvoirs. Par la suite, immédiatement en dessous du roi, on a la noblesse et le clergé, donc deux groupes très puissants et très riches. Et par la suite, finalement, on a le dernier groupe qui est le tiers-État. Donc, dans le tiers-État, ça comprend la bourgeoisie, les marchands, les artisans, les paysans et dans le fond même les esclaves. Il faut savoir qu'au niveau de la Révolution française, eh bien, le peuple qui constitue le tiers-État est vraiment très fortement imposé par des taxes et des impôts et que la noblesse et le clergé sont très peu imposés. Et donc, face à la guerre de 7 ans qu'il y a eu, la France s'est endettée et donc un des moyens de se repayer, eh bien, c'est de taxer ses contribuables, donc le tiers-État. Par contre, il faut savoir également que le roi, dans la lignée des Louis XIII ou XIV ou XV, Louis XVI, eh bien, c'est des personnes qui vivent de manière très riche et se font construire des châteaux, dont le château de Versailles, qui est immense, avec un grand jardin à l'arrière, des fontaines et tout ça. Donc. Dans le but de payer toutes les dépenses de l'État, le roi va convoquer les États généraux. Alors, les États généraux, c'est une grande assemblée qui comprend, dans le fond, les nobles, le clergé et le tiers-État. Et dans le fond, ils doivent s'entendre sur une manière de faire pour que le gouvernement ait plus d'argent pour payer les différents services de l'État. Et donc, une des manières de faire, c'est de remplir des cahiers de doléances. Alors, un cahier de doléances, c'est écrire dans le fond, les misères que le peuple peut avoir. Et dans le fond, ces misères-là sont étudiées par le roi et les nobles de manière à ce qu'ils puissent ajuster la situation. Vous comprendrez bien sûr qu'à chaque fois que le tiers-État demandait quelque chose et que ça coûtait de l'argent, ça allait être refusé, bien sûr, parce qu'il n'y a pas question que les nobles et le roi payent pour le tiers-État. Les États généraux n'ayant pas très bien fonctionné, donc le tiers-État va se révolter et va commencer, dans le fond, à faire la chasse aux nobles et aux rois. Et dans le fond, on va prendre la Bastille, délivrer nos amis, dans le fond, ceux qui, la Bastille, c'est ceux qui parlaient contre le roi qui était emprisonné dans cette prison-là. Donc, on va les délivrer. Et par la suite, dans le fond, on va vraiment faire exécuter même le roi, qui à cette époque-là, c'était le roi Louis XVI. Donc, on va l'exécuter. Et donc, à la toute fin, on va se rendre compte qu'il n'existe plus de noblesse ni de roi. Ça va vraiment être les bourgeois qui vont remplacer la noblesse. Et ça va être un dénommé Napoléon Bonaparte qui va prendre le contrôle de la France. Il va devenir le premier consul de France.